France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. J'ai cuisiné dans des cantines autogérées, pour des groupes en résidence ou sur des chantiers collectifs. J'ai cuisiné pour 2, 10, 30. J'ai cuisiné en séjour de vacances, pour des adultes et je cuisine aussi pour ma famille et mes amis. Cuisiner est un langage complexe, qui m'émeut et qui m'a souvent permis de pallier à la timidité ou l'anxiété, et trouver plus facilement une place dans les groupes. Il m'est bien plus simple d'engager une discussion en cuisinant avec quelqu'un autour d'un verre. Peut-être que puisque mes mains sont occupées, que d'un œil je dois surveiller une cuisson, et que l'odeur des premières effluves s'échappe, mon cerveau se concentre moins sur ce que l'autre pense de moi. Ça me rend toujours très heureux d'accueillir à ma table des convives qui s'émerveillent de chaque plat préparé durant des heures. J'apprécie passer toute une journée à faire un gâteau fabuleux pour ensuite le partager. La madeleine n'est probablement pas la préparation culinaire que l'on associe immédiatement au quartier de Noailles. Et pourtant, quel lieu peut paraître plus porteur de ces valises de souvenirs qu'ont embarqué avec eux les habitants de ce quartier. Et la mémoire présente est lointaine de ces odeurs et saveurs qui restent encore longtemps, comme le disait ce bon Marcel. Allons, les madeleines ne sont pas réservées aux bourgeois normands. Ici, elles s'appellent shorba, pizza, purée ou copa. Et la tante Léonie se nomme Fatia, Mireille, Aminata, oncle Jeannot, Nona ou Greta. La cuisine Étonnamment, les réminiscences des goûts d'enfance semblent s'ancrer davantage dans les cuisines les plus humbles, tels les terrains vagues favorisant la naissance des champions de football. Cuisinière bois et charbon, tomates et faïences blanches, pots de terre, fumée qui pique les yeux, sifflement de la bouilloire, chansons fredonnées en versant le lait, doigt dans la sauce. Avec Élise, nous avons croisé des regards et des sourires perdus à l'évocation d'un souvenir de cuisine enfoui dans la mémoire. Il est un temps de conjugaison que les gens du Sud, certains se prétendant même férus de grammaire, ont lâchement volé à l'occitan. On appelle ça le passé surcomposé. Si, vous l'avez employé. C'est « j'en ai eu mangé ». Cette invention lexicale démontre le goût prononcé des gens d'ici pour la souvenance. J'en ai eu mangé, c'est ce qu'évoquent ces yeux qui se ferment pour retrouver une odeur, cette plongée vers ce dont on se souvient imparfaitement, la mémoire soudain ravivée qui survit à tout. Le « ça me revient », je l'ai sur le bout de la langue. Beau voyage, recette vraie et réinventée, présente et incomplète, faite de farine, de sel, de « je crois qu'elle y mettait », de peut-être, de sourire, d'épices, de mélancolie et d'amour. Les proportions sont laissées à l'appréciation de chacun. La cuisine doit répondre à la nécessité de se nourrir. Mais l'enjeu, c'est aussi le plaisir des estomacs, des papilles et de cuisiner ensemble. Parfois, ce qui a priori peut sembler une montagne à déplacer s'avère en fait très simple si on s'y prend correctement. De nombreux écueils peuvent être évités grâce à quelques notions essentielles d'organisation. Nul besoin d'être nombreux à cuisiner, même si ça peut être très agréable, ni de disposer d'un endroit très spacieux, ni de courir en permanence après les ingrédients, ou d'y passer un nombre d'heures incalculable, si on est bien organisé. Bien entendu, la cuisine, c'est des ingrédients, des recettes et des tours de main. Mais c'est aussi, et d'abord, une pratique culturelle. Voilà pourquoi on y attache tant d'importance. C'est ce que met en lumière la conversation que j'ai eue avec Pierre. Ou, pour le dire autrement, manger, c'est une façon d'habiter le monde, à la fois dans les choix des ingrédients, dans la façon dont tu cuisines, dans la façon dont tu te mets en lien avec les autres par ce que tu fais. Donc pour moi, c'est sacré la bouffe. Quand j'avais 8 ans, j'ai eu la chance de faire du bateau avec mon grand-père. D'après mes souvenirs, on est partis quelques jours ensemble autour de La Rochelle, le port des Minimes, l'île d'Aix, Fort Boyard, l'île de Ré et l'île de Léron. Le seul truc dont je me souviens vraiment, ce ne sont pas les paysages, mais c'est plutôt que je me demandais très souvent quand est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange. Mon papy, Gédo pour mes cousins, Albert Samaha pour ses fans, est parti le 22 avril 2022.
Il était originaire de Belbec et toute sa vie durant, il nous a régalé de ses recettes de cuisine familiale. Mon grand-père adorait cuisiner pour autrui, mais plus que cela, il vous recevait avec tant de modestie, de chaleur et le bonheur de partager avec vous l'amour de son pays, ses souvenirs d'enfance et les valeurs d'honnêteté et d'ouverture de cœur qui le caractérisaient. C'est presque toujours papy qui cuisine dans cette grande maison aux 3 cuisines. Il y a la cuisine principale, celle par laquelle on pénètre dans le logis. Elle a cette odeur si particulière, si rassurante et tellement agréable. Dès que je passe le pas de la porte, cela sent et je me sens chez moi. Il y a la deuxième cuisine, celle qui est installée dans la buanderie, qui est comme une cuisine d'été où papy fait les beignets de courgettes, le pot-au-feu, la viande et les bugnes. Elle a aussi son odeur. Cette odeur, elle me rappelle des après-midi dehors à courir dans le jardin, traversant cette cuisine pour se déchausser, avant de rentrer dans la maison. Papa y cachait des grosses sucettes, celles qui sont plates et rondes et sur lesquelles sont dessinés des fruits. Cette cuisine, elle a aussi une odeur singulière que j'aime. Ça sent un mélange de vieux livres, de cuisson, de garage et de soupline. Il y a la troisième cuisine, celle d'à côté. Nous ne cuisinons jamais dedans. Elle sent comme à côté. Papy aime cuisiner. En bon italien, il revisite les pâtes sous tous leurs aspects. Mes préférés sont celles au poivron, mais la recette qui m'intéresse aujourd'hui est celle de son potage. Après avoir mangé le papy potage, on se sent bien, on n'a plus faim et la maison sent bon. Souvent, je me glisse sous la couette de mamie, ses draps sont toujours frais et nous lisons côte à côte. Le grand-père, en plus de pétrir pain, panettone, petits fours, pudding, praline et profiteroles, pouvait faire de tout le pays les meilleures purées de petits pois. Personne ne savait pourquoi, la bouillie épaisse et verdâtre qu'il servait en son échoppe pensait les problèmes de toutes celles et ceux qui en mangeaient. C'est assez informe, c'est pas très beau esthétiquement, mais c'est très bon. Ce n'est pas trop un plat qui est adapté à la journée. Il aurait fallu qu'il pleuve ou qu'il fasse froid. On va faire genre il fait froid. Le but étant tout de même de composer des plats qui donnent envie et qui procurent du plaisir, il est indispensable de se représenter les associations de goûts, de couleurs, de textures et d'odeurs qui seront au menu. Essayez d'éviter d'associer des préparations de texture molle, purée, pâté, sauce, gratin, soupe ou de couleurs identiques. S'imaginer par exemple une assiette blanche contenant du chou-fleur, de la béchamel, de la purée de pommes de terre et du houmous. De même, on s'appliquera à varier autant que possible les ingrédients. Évitez par exemple un menu composé d'une salade de carottes, d'une poêlée de carottes et d'un gâteau à la carotte. Pour moi, c'est impossible de cuisiner ce plat en suivant une recette. C'est ça que je trouve trop beau. Tu sauras la cuisiner à partir du moment où tu auras regardé quelqu'un la faire et à partir du moment où tu en auras goûté des bonnes. Parce que pour réussir cette recette, il faut connaître l'odeur, la texture, savoir que l'huile, elle remonte. Et tout ça, tu le sais parce que tu as vu quelqu'un le faire. Enfin, pour moi, c'est ma mère. Et comme pour toutes les recettes, si tu vas chez la grand-mère ou la tante, elle n'aura jamais le même goût que celle de ta mère. Forcément, la meilleure, c'est celle de ma maman. Bon, en gros, l'aubergine fainéante, c'est une aubergine rôtie. Et c'est un truc qu'on faisait beaucoup à l'apéro à l'époque. Donc c'est très simple. Il suffit d'avoir un four, des aubergines et aller des poivrons rouges, mais c'est pas obligé. Et l'idée, c'est juste de laver tes ingrédients et de les mettre entiers au four sans aucun ajout. Tu fais monter ton four à température 200 degrés avec tes légumes, dedans ou pas. Ça dépend de l'état de ta flemme et de ton état d'organisation. Moi, je le fais à four froid parce que j'aime bien cuisiner en buvant l'apéro et que j'aime bien ne pas respecter le timing et oublier les choses. Et donc, quand le four a atteint la température et qu'il me dit 200, 200, 200, parce que mon four parle, à partir de ce moment-là, je programme pour 1 heure et j'oublie. Et vu qu'au bout d'1 heure, j'ai bu quelques pastis et que j'en ai plus rien à foutre, j'ai d'ailleurs peut-être même plus faim. Je l'oublie jusqu'au lendemain. Et là, il se passe un truc c'est que mon four s'éteint et que cette aubergine, elle va lentement descendre en température pendant toute la nuit. Et que le lendemain matin ou midi, quand je me souviens que j'ai mis une aubergine au four, je la sors, je la coupe en deux et j'ai un légume qui est déjà tout prêt à être mangé, qui est plein de jus. Et en fait, c'est une base dont tu peux faire à peu près n'importe quoi. Tu peux racler la chair, l'écraser à la fourchette avec de l'ail et de l'huile d'olive et la servir comme un caviar. Tu peux la couper en darnes et la présenter comme ça dans l'assiette. C'est très joli avec un riz gluant, de l'huile de sésame, un peu de sauce soja et quelques légumes vite faits que tu as maltraités à la vapeur. Hop, tu as un plat roboratif, goûtu et sain sur un malentendu. Tu peux la paner et la frire aussi, mais j'ai jamais essayé, c'est un fantasme. Et ça, c'est un truc qui devrait être déclinable avec plein de légumes. D'ailleurs, la meilleure manière de consommer les légumes, c'est entier et confit au four. Courgettes, potimarron. Il n'y a pas longtemps, je l'ai fait avec des grosses tomates qui commençaient à faire leur gueule. Pareil, je les ai oubliées au four, je les ai balancées au mixeur. Je les ai passés au chinois et j'ai découvert que je savais faire du coulis de tomate. Sinon, les prunes confites, c'est monstrueux aussi. Voilà une recette de feignasse déclinable à outrance.
Pour vraiment que ce soit bon, il faut mélanger une demi-plaquette de beurre avec de l'huile de colza, sinon c'est sec. Bien des fois, une personne pleine de bonne volonté se lance dans la confection de frites, pour la plus grande joie de l'ensemble de ses camarades. Or, si l'appellation frites demeure, il est souvent indécent, voire obscène, de cautionner une telle infamie. Frites en carton, frites molles, frites carbonisées, frites en purée, frites grasses ou tout simplement frites foirées, dites dégueu, sont autant de tragédies qui contribuent à la misère de notre quotidien. Et alors, toujours, le geste se répète. Taille, émince, cisaille, cisèle, découpe, pare, déchire, abolit, découpe, pare, déchire, abolit. Le geste se répète et tu deviens ce geste, ce rouage, ce circuit, cette mécanique. J'ai coupé des oignons. L'oignon, ça me fait instantanément pleurer. J'y peux rien. Au début, il y a le choc. Tout va bien au début. Je m'approche de l'oignon en toute sérénité. Je vais le dévorer, le découper, le manipuler. À ma merci, il sera mien. Je le prends vers moi, donc mon couteau est super aiguisé. Je sais y faire. Je vais le hacher menu. Je lui enlève sa première peau, tranquille, je prends le temps. Je le coupe en deux, et là, c'est là qu'il me surprend. Il commence à dégager sa fameuse odeur. Je commence à être un peu moins détachée de tout cela. Un peu plus sensible, malheureusement. Je ne savais pas, de surprise, c'est toujours pareil. Mais comme d'habitude, je me surprends à être touchée. Je décide de continuer à découper. J'aime ça, au fond. J'ai envie d'en savoir plus, consommer le produit, accepter le moment dans son entièreté. Je pleure encore et encore, comme une madeleine, l'eau coule de mes yeux comme elle. Coulerait d'une éponge qu'on presserait fort pour la remettre tout le temps dans l'eau. Mes yeux font l'éponge gorgée d'eau au savon qui fait mal. Les oignons poussent la main de géant du corps à presser l'éponge pour faire couler le long de mes joues l'eau qui pique trop. Plus il y a le savon, plus tu pleures. Et à la fin, tu pleures juste de douleur. J'ai fini de couper l'oignon, je l'ai mis à cuire. Il ne touche plus ma peau, ni mes yeux, ni mon corps. Notre intimité d'avant s'est fondue dans le reste. Il est un peu plus loin et c'est mieux. Les effluves de la cuisson viennent picoter, de temps en temps, comme un rappel d'avant. Et mes joues me brûlent encore un peu d'avoir trop pleuré. Quand vient le moment du repas, je n'ai pas d'amertume. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je sais que j'en aurai d'autres des oignons et je m'en sortirai. Finalement, ça fait toujours un bon repas. Lasagne. Ravioli en boîte, 1. Spaghetti en paquet, 1. Déroulement. Faire cuire les spaghettis al dente. Aligner les spaghettis cuits bien serrés les uns à côté des autres sur une assiette parallèle ou en spirale, en fonction du plat qui sera utilisé pour les lasagnes. Séparer la sauce tomate des raviolis. Extraire la viande des raviolis. Mélanger la viande à la sauce tomate. Disposer dans un plat une première couche de sauce tomate à la viande. Superposer d'une couche de spaghettis. Répéter l'opération jusqu'au remplissage du plat. Réchauffer le four. Durée 4 heures. Gigapasta. En salle. Il est attendu des personnes qui travaillent en salle qu'elles soient présentables et sachent y faire avec les clientes. Elles sont souvent diplômées dans des disciplines inutiles, du genre anglais, histoire, ou encore pire, histoire de l'art. Une scène en apparence banale qui réunit les gens, les animaux et le pain. Nous sommes réunis autour d'une table un dimanche matin. Debout, les bras plongés dans la farine, l'eau et la levure. Nos mains pétrissent la matière pour créer une masse liante, transférant notre énergie vers la pâte du bout de nos doigts. Air, temps, fermentation. Ce qui était plat est maintenant rempli d'air, gonflé comme un oreiller. Nous divisons la pâte en plusieurs parts. Je plonge dans mes pensées, essayant d'interpréter les formes que le mouvement de mes mains produit. Autour de moi, les autres mixent leurs discussions à la pâte. Des bulles se rencontrent puis s'éloignent les unes des autres avant de se heurter à nouveau. De nombreuses formes et couleurs émergent devant nos yeux, tandis que certains ajoutent curcuma, poivre rouge ou molochia à la pâte. Ici, il y a de la place pour le singulier. Ici, il y a de la place pour le tout. Je suis ramené à mon enfance, à une époque où je communiquais avec les autres en construisant et en m'amusant. À une époque où, quand je n'avais pas envie de parler, je plongeais dans la pâte à modeler, un processus me permettant de m'exprimer avec ceux qui m'entourent. Pourquoi avons-nous arrêté de jouer ? Pourquoi le mot enfance est-il empli de connotations négatives ? La pâte à modeler me ramène à une sensation de facilité, d'acceptation.
Elle me pousse à m'interroger sur la nature de nos existences, sur notre qualité d'animal social. Tandis que nous jouons, des pains en forme de créatures marines, d'extraterrestres, de loups, d'autres encore en forme de cellules bactériennes ou bien de créatures inconnues commencent doucement à prendre forme. Pourquoi les formes de notre pain sont-elles devenues si homogènes? Quand le pain de tous les jours a-t-il perdu son potentiel en tant que matériau artistique? Les moules et les formes prédéfinies ne nous éloignent-ils pas du potentiel sculptural et créatif du pain? La farine et l'eau sont pourtant présentes partout dans notre environnement. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous sculptons avec de la pâte. Comment réintroduire de la créativité dans cet acte si simple? J'aimerais bien savoir faire les crêpes aux 1000 trous. Vous connaissez? Oui, et bien justement, j'en ai fait hier. Qu'est-ce que c'est bon ça? Tu me donnerais la recette? Bien sûr, mais il faut la main. C'est pas tout le monde qui sait faire. Mais si tu veux l'essayer, je te donne la recette. Pour 10 pièces, il faut 3 verres à thé de semoule fine, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure de boulanger, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel et pour finir, 4 verres et demi d'eau. D'accord? Alors il faut bien les mélanger, les ingrédients, avec une cuillère. Après, on met tout dans le mixeur. On mixe bien et on laisse reposer à peu près 20 minutes. Ensuite, on chauffe la poêle sur feu fort. C'est ça qui va faire les trous dans les crêpes. On verse une louche du mélange et tu attends. Pas de beurre, pas d'huile? Non, rien. Et on retourne les crêpes? Non, on cuit juste un seul côté. Si tu retournes, ça sera moche. Et tu manges ça avec quoi? De l'huile d'olive ou du beurre. Ça dépend le goût de chacun. Et du miel. Ou de la confiture? Non, de la confiture, il y a de l'eau dedans, ça serait pas bien. Beurre et miel, ça sera très bon. C'est quoi le nom déjà? Baghr. Eh bien, merci pour la recette. De rien, je peux la faire pour toi hein, si tu veux. Je les ramène jeudi au prochain atelier. Pas de souci, tu vas voir comment c'est bon. Ça me fait penser à une histoire. C'est Bouteflika qui est invité par Giscard à un repas à l'Élysée. Et Giscard se vante de la pâtisserie française, et particulièrement du millefeuille. Et donc, Bouteflika se creuse la tête et il se dit « Mon Dieu, quand il va venir, qu'est-ce que je vais lui faire comme dessert ?» Eh bien, il réfléchit et finit par lui dire « Vous, vous avez un gâteau à millefeuille, nous avons une crêpe à 1000 trous. » Si la pâtisserie n'est pas votre dada au rhum, voici une astuce pour vos fonds de tarte. Prenez des spéculoos, broyez-les à l'aide d'un pilon. Si vous n'avez pas de pilon, utilisez un peu votre petite tête et prenez un autre objet, à condition qu'il soit un minimum solide. Par exemple, un marteau ou une pierre fonctionnera mieux qu'une méduse ou une chaussette. Faites fondre du beurre et mélangez le tout jusqu'à obtenir une sorte de crumble à partir duquel vous pourrez façonner des tartelettes sur une feuille de papier sulfurisé. Réservez-les au frigo. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis citadin, alors les figues, je ne vais pas les cueillir. Mais j'adore ça. Quand c'est pas trop mûr, j'enlève la peau. Quand c'est mûr, je la rince et je me l'envoie. Ah oui, je cherche pas à comprendre et qu'on me parle pas. Ah oui, je suis diabétique, mais je triche. Le soir, je laisse ma femme aller à la chambre et moi, je sors l'assiette pour en prendre une ou deux. Le lendemain, je dis que c'est les enfants. C'est tellement bon. Le café frappé. Faire du café très fort, environ doubler la dose de café par rapport à l'eau. Mettre dans un shaker 15 centilitres de café, une cuillère à café de sucre, de la cannelle, de l'extrait de vanille et plus si affinité. Remplir de glaçons. Frapper jusqu'à ce qu'on n'entende plus le bruit des glaçons car ils sont dissous. Froid plus sucre égale mousse. Boire. Note. Quand il fait très chaud et que ça va pas trop bien dans le corps et la tête, le café frappé remet le cerveau en place très rapidement. Mocha Express. Espresso, la puccina. Expresso, la cupola. Cafetière, Vénus. Cafetière, Fontaine. Cafetière à piston, Chambord. Cafetière à filtre. Chaise V. Chemex. V60. Dala. Aéropress. Cafetière Western. Cafetière à dépression. Machine à café. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette lecture. Du coup, dans les fascicules que vous aviez sur les chaises, vous pouvez retrouver toute la liste des fanzines qui ont été lues dans l'ordre. Comme ça, vous pouvez entourer vos préférés. Et après, ça vous permet aussi de vous y retrouver sur la table là-bas, puisque cette lecture sera suivie d'une petite présentation. Et ensuite, vous aurez accès au festin dressé sur la table. Et aussi, toutes les publications elles seront disponibles sur notre stand microgramme tout le week-end.
sur consultation, parce que en fait, tous ces livres font partie d'une collection de fanzines qui s'appelle Le Fond du Frigo, qui est une collection qu'on a commencée il y a 5 ans maintenant, et John il va pouvoir vous en parler un peu plus, et vous expliquer comment c'est passé d'une collection personnelle à une fanzinothèque publique, d'où est né son intérêt pour les fanzines de cuisine, en quoi ça permet de comprendre nos cultures, nos modes de vie, nos sociétés. Et donc, comme je disais, après la présentation, vous pourrez feuilleter tous les fanzines, vous délecter de ces merveilleuses zines. Et voilà, je remercie le ZineFest pour l'invitation et place à la suite. Donc pour le fond du frigo, tout commence en 2020. Dans l'émission On va déguster du 19 janvier, la chroniqueuse Elvira Masson raconte l'histoire de ce gros livre, très moche, Usha's Pickle Digest, et de son autrice Usha Prabhakaran. Alors que son livre était supposé être édité dans le circuit traditionnel, elle tombe malade et elle décide du coup un peu plus tard de l'auto-éditer pour que le livre naisse quand même. Le livre consiste à 1000 recettes de pickles indiens. Donc c'est une véritable encyclopédie, c'est un travail de dingue. Et pendant plus de 20 ans, le livre a un succès énorme. Et en fait, il a un succès dans un réseau vraiment parallèle. Il se transmet vraiment de bouche à oreille. À chaque fois, elle envoie le PDF à des gens qui lui envoient un mail. Donc c'est un énorme succès. Et du coup, elle passe son temps à le rééditer du coup, pendant plus de 20 ans. Et dans une interview, l'autrice, elle explique que son livre, c'est une réponse à sa peur que tout ce patrimoine de pickles se perde. En entendant ce récit, ça m'a forcément fait penser aux quelques zines que j'avais qui traitaient de la cuisine et qui étaient déjà sur mes étagères. Ces publications, éditées à quelques dizaines d'exemplaires, allaient sûrement disparaître, et leurs récits aussi. Donc quand on a fondé Microgramme, en plus d'éditer des livres, on s'est dit qu'on pouvait commencer à collecter ces fanzines culinaires, à les répertorier, à créer une fanzinothèque. Ça m'arrangeait bien parce qu'au moins ça donnait un prétexte pour acheter plein de fanzines et dire que c'était pour le travail. Donc l'idée c'est qu'on a vite dû mettre des bornes parce qu'on voulait pas on voulait pas collectionner tous les livres de cuisine, sinon il n'y aurait pas de fin. On voulait protéger de la disparition les publications qui sont hors des réseaux traditionnels du livre. Donc dans le fonds de collection, on retrouve soit des livres auto-édités, soit des livres auto-distribués. À partir de là, le champ thématique il est large, donc c'est l'alimentation. Cela peut être des livres de recettes bien sûr, mais aussi de la BD, des essais, des revues, de la poésie, de la photo, tant que ça traite de nourriture. On récolte les fanzines principalement en festival, donc comme au ZineFest, et c'est toujours l'occasion de dénicher quelques fanzines sur les stands voisins. Parfois même, on a la chance que des personnes viennent nous en donner spontanément. Et comme on est gourmand, on ne s'est pas mis non plus de bornes géographiques. Une grande partie du fonds, et bien sûr, c'est des publications françaises, parce que c'est les festivals où on se déplace et les librairies qu'on fouille. Mais c'était un peu frustrant d'avoir que des zines français. Donc de temps en temps, je me fais une petite session Etsy, où il y a une grosse communauté anglo-saxonne, et avec les mots-clés food et fanzine, il y a à peu près 300 pages de fanzines qui m'attendent. Donc c'est un peu compliqué parce que souvent ça vient de loin, donc ça coûte cher. Donc, voilà, on essaye de temps en temps d'ouvrir de plus en plus. Et pourquoi la nourriture? Déjà, on aime beaucoup manger. Et en fait, en collectionnant les premiers fanzines au début, en discutant aussi surtout avec le public quand on montre les fanzines, parce qu'on essaye d'amener le fond en festival, on fait des expos. En fait, on s'est rendu compte que ça disait beaucoup de nos identités. Ces histoires, elles prennent corps différemment dans la micro-édition que dans le livre de cuisine traditionnel. En effet, le circuit traditionnel du livre, il impose des filtres, des intermédiaires, des objectifs économiques, alors qu'avec les fanzines, ça permet d'avoir une expression spontanée et instinctive. Et ces éditions à la marge, ça donne la possibilité à des voix différentes d'émerger. Et comme la cuisine reflète notre société, la manière dont on s'exprime à propos de la cuisine, la manière dont on exprime notre rapport à l'alimentation, ça veut dire beaucoup de notre histoire et notre culture. Et c'était ça qu'on voulait protéger avec le fond du frigo, c'est ce patrimoine culturel et fragile qui forme une histoire populaire de la nourriture et de nos sociétés. On essaie le plus possible de partager le fond avec le public et on veut que les livres vivent, ils soient l'objet de discussions, d'échanges. Donc on a eu la chance d'exposer le fond en entier quelques fois. Donc actuellement on a plus de 200 publications dans le fond. Donc là l'idée c'est que pendant un jour ou deux lors de l'exposition,
le lieu d'exposition devient une bibliothèque. Et nous deux, avec Aude, on va venir donner des infos sur les livres, donner des histoires que les autoristes nous auraient confiées, mais qu'on n'a pas forcément en lisant le livre. Et après, on a aussi participé à des expos collectives. Et l'idée, c'est que là, on s'amuse à faire des sélections thématiques. Donc actuellement, on a notre fonds, il est exposé dans le nord, très loin, à l'Endroit Édition. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire une sélection dessert. Donc on a plein de fanzines liées au dessert et aux fruits. Et l'idée, c'est aussi que que le fonds puisse servir de réflexion. Donc à plusieurs reprises, on a eu la chance que des profs en école d'art qui faisaient des workshops nous ont emprunté quelques publications, ou alors des personnes qui rédigeaient leur mémoire. Et c'est pour ça qu'on essaie à notre échelle de médiatiser le fonds pour le rendre accessible. Donc en festival comme ici, on essaye de plus en plus, enfin à chaque fois d'essayer d'amener une petite partie du fonds pour que ça soit en consultation. Donc l'idée, c'est que sur notre table, on a une partie qui est juste une bibliothèque. Donc souvent les gens sont très frustrés parce qu'ils veulent acheter tout le fonds. Et au bout de 10 minutes, on leur dit rien n'est achetable. Et des fois, il y a des gens, ça nous est arrivé une fois, qui était très désagréable et qui nous a dit bah, il ne faut pas les montrer si on ne peut pas les acheter. Mais du coup, pour les médiatiser, les rendre accessibles un peu plus au plus grand nombre, on a aussi fait un site internet. Et l'idée, c'est que sur ce site, on les répertorie tous. Ils sont triés par année, catégorie, pays. Et sur chaque article, vous avez 3 images. On fait une petite fiche info, on fait une petite description et on renvoie vers le site de l'éditeur ou de l'éditrice. Et l'idée, c'est qu'on ait des infos, même si ces fanzines certains peuvent être très inaccessibles parce qu'ils sont très peu édités. Voilà, vous savez à peu près l'idée de la collection. On n'a pas pu s'empêcher de vous présenter quand même quelques zines emblématiques. C'est des zines qui nous ont marqués, soit par le contenu, soit par les discussions qu'on a eues. C'est un peu nos coups de cœur et ceux qu'on amène souvent en festival parce qu'on adore en parler. Le premier, c'est Kebabari, qui est un super zine. C'est une amie qui nous en avait parlé, qui l'avait vu en Italie. Et elle nous dit « Ah, j'ai vu un zine de bouffe, ça va vous intéresser ». Donc on a contacté le gars sur Insta qui n'est pas du tout dans l'art, il est DJ, enfin il n'est pas dans les arts graphiques du tout. Et quand on l'a contacté par Insta, il nous a dit « Ah mais pourquoi vous me contactez pour ça alors que ça fait 5 ans que j'ai fait ce zine ?» Et en fait on a adoré le zine. Donc l'idée du fanzine, c'est que c'est plein de papiers et publicités qu'on trouve dans les pizzerias et les kebabs. Il a fait plein de montages trop cool. Donc on voit vraiment une diversité graphique très, très rigolote. Souvent, les gens adorent ce zine et veulent tout le temps l'acheter. Et vu qu'il voulait tout le temps l'acheter, à un moment, on a fait un événement et on lui a commandé d'autres exemplaires pour les mettre en vente pour lui. Et du coup, c'est cool parce que on a rencontré ce gars par Instagram. Et au final, on a fini par, 3 ans plus tard, vendre des zines à lui à Montpellier. 5 ans après qu'il ait fait ce fanzine, enfin ça n'avait pas trop de sens, mais lui il est trop content à chaque fois qu'on lui dit ah au fait cette personne a adoré ton zine. Voilà, donc ça c'est Kebabari. Le second c'est Comida Familiar. Ça c'est on pourrait dire une collection dans la collection parce que donc c'est Julie Legrand qui était incroyable serveuse tout à l'heure, qui fait beaucoup de zines de nourriture, donc on a un peu une sous-collection dans le fond, c'est les zines de Julie Legrand. Et l'idée, ce qui est bien avec ce zine, en fait, on se connaissait pas avec Julie, et enfin très peu. Et en épluchant son Instagram, j'ai vu qu'elle faisait plein de trucs autour de la bouffe. L'idée de Comida Familiar, c'est que c'est quelqu'un qui prépare une paella, et les mouvements sont très découpés, c'est très très beau. Il y a vraiment cette idée de transmission du geste. Et ce fanzine, grâce à ce fanzine, ça nous a amené à rencontrer Julie, qui est devenue une très bonne amie. Du coup, on a collecté plein de fanzines à elle. Et cette rencontre a aussi abouti à un livre qu'on a fait ensemble, une expo. Donc voilà, c'est aussi des fois les fanzines qu'on a dans le fond du frigo, ça nous permet de faire d'autres choses, de faire évoluer les relations, de faire de nouveaux projets. Et en fait, tout ça, c'est parce que les zines de nourriture, souvent, ça nous fait beaucoup discuter. Et quand on est en festival et qu'on discute du fond du frigo, souvent, on va parler une demi-heure avec quelqu'un qui va lire un livre qu'on va jamais vendre. Mais en fait, on aime trop parler parce que souvent, les gens, ils ont toujours plein d'anecdotes. Et par exemple, j'ai un zine qui s'appelle Patate que j'ai fait. Et j'ai à peu près 1 million de personnes qui me disent moi, j'ai mon meilleur ami, je l'appelle Patate. Et à chaque fois, ils me racontent leur histoire. Et du coup, c'est rigolo d'avoir plein d'histoires.
Et après, il y a un dernier fanzine, un peu particulier, car celui-là, c'est nous qui l'avons fait. En fait, on a eu la chance de travailler avec la mairie de Colomiers pour faire un atelier. Et ils avaient... donc le livre s'appelle la bouffe. Je vous en dirai plus sur le titre après. Et l'idée, c'est qu'ils avaient un budget pour faire un atelier autour des livres. Et eux, ils voulaient travailler autour de la cuisine. Et du coup, ils nous ont dit, vous aimez les livres et vous faites beaucoup de trucs avec la cuisine. Est-ce que vous voulez faire un atelier livre et cuisine? Donc on a dit, parfait. Et l'idée, c'est que pendant 4 sessions avec des collégiens, en fait, on leur a présenté le fond du frigo. Ils ont feuilleté plein de livres du fond du frigo et on a fait tout le livre ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on a voté ensemble sur quelle est la forme que vous voulez que le livre ait. Donc à partir de, en fait, on leur a fait analyser tous les livres et à chaque fois, ils devaient un peu décrire comment c'était relié, quel était le format, quel était le type de papier. Donc on a choisi la forme du livre, on a choisi le titre. Oui. On a choisi le titre ensemble, la bouffe. On avait choisi un nom d'auteurisme, mais on l'a censuré parce que c'était une blague privée de joke entre eux et nous on comprenait pas, mais ça ils nous ont pas tenu rigueur. Et finalement, on a aussi statué sur le fait qu'on allait s'inspirer d'une revue qui s'appelle Ingrédients, dont on a lu des extraits, qui est une revue marseillaise d'entretien. Dans le quartier de Noailles principalement, c'est des entretiens autour de la nourriture. Et l'idée, c'est que c'est des gens qui racontent leurs recettes, sauf qu'en fait, en racontant une recette, vu que c'est que de la retranscription de textes oraux, en fait, ça raconte beaucoup sur la personnalité des gens, sur l'histoire des gens. Et l'idée, c'est qu'on a proposé aux enfants de faire pareil. On leur a dit, racontez-nous une recette que vous adorez. On va l'illustrer, donc Aude les a aidés à illustrer, on les a écrits ensemble. Du coup, il y a des recettes avec des proportions aléatoires. Des fois, il manque des ingrédients, par exemple. Donc, par exemple, les micatés de Elsa, il faut beaucoup de farine, du sucre vanillé, beaucoup de beurre, beaucoup de levure, de l'eau. Et son astuce de pro, c'est il faut mouiller les mains pour faire une belle boule de pâte. Voilà. Et à chaque fois, du coup, il y a un truc trop touchant de voir comment les enfants expriment leur rapport à la cuisine. Et on voit aussi leur approche différente. Il y en a qui étaient très à l'aise avec la cuisine. D'autres, ils étaient un peu en mode tacos. Et du coup, ils avaient grave des codes très précis pour le tacos. Et après, une fois qu'on a fait ce livre, on leur a dit, en fait, on va faire un buffet avec vos recettes. Et du coup, on a demandé à Marie-Lou, qui est designeuse culinaire, de venir à un atelier. Et ensemble, avec les enfants, on a réfléchi à quoi vous voulez que ressemblent vos recettes. Du coup, ça a fini il y a un plat de riz du Tadjikistan qui a fini en forme de mouton. Après, il y a eu des beignets en forme de bonbons. Et du coup, on a vraiment imaginé avec eux la forme. Il y a aussi un plat qui a été en forme de livre. Et du coup, c'était trop cool de leur montrer que la nourriture, c'était aussi un espace de création. Voilà. Et voilà pour la brève présentation de la collection. Mais pour la découvrir, c'est encore mieux de les consulter et d'aller se régaler autour de la table. Donc, nous vous invitons à passer autour de la table, déguster ces fanzines, et puis comme ça, on peut en discuter tous ensemble. Merci.